Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous ferai un signe à 1 minute de la fin de votre exposé. Je vous invite donc à vous présenter et à débuter. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je m'appelle Philippe-André Tessier, je suis président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je tiens d'abord à souligner le fait que c'est ma première comparution en commission parlementaire depuis ma nomination toute récente de ce matin. Alors, je voulais simplement le souligner et remercier les parlementaires présents pour leur confiance. Je suis accompagné par Maître Geneviève Saint-Laurent, conseillère juridique, et Mme Amina Triki-Yamani et M. Jean-Sébastien Imbeau, chercheur à la Commission. Nous tenons d'abord à vous remercier évidemment de l'invitation faite à la Commission de présenter ses observations et ses commentaires sur le projet de loi numéro 9, loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. La Commission se doit néanmoins de déplorer le court délai alloué pour participer aux consultations particulières et aux auditions publiques sur le projet de loi numéro 9. Nous le disons en tout respect, mais comme la Commission l'a rappelé par le passé, il est idéal d'avoir un certain nombre de temps pour permettre à des enjeux importants d'être débattus et traités, notamment par la Commission. Cela dit, compte tenu des importances des enjeux soulevés par ce projet, la Commission a mis les bouchées doubles pour vous présenter les commentaires qui suivent et vous venez tout à l'heure de recevoir à l'instant copie de notre mémoire. La Commission est instituée, comme vous le savez, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle assure le respect et la promotion des principes qui y sont énoncés. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, reconnu par la loi sur la protection de la jeunesse. Et enfin, elle veille à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. C'est dans le cadre du mandat qu'elle lui confère la Charte que la Commission a procédé à l'étude du projet de loi numéro 9. Le mémoire que nous vous présentons soulève d'importantes préoccupations quant à l'impact de certaines dispositions de ce projet de loi sur les droits et libertés protégés par la Charte, notamment le droit à l'égalité et à la non-discrimination. Au terme de son analyse, nous avons formulé 7 recommandations portant sur 4 thèmes. Premièrement, l'intégration socio-économique des immigrants en toute égalité. Deuxièmement, l'introduction des conditions liées au statut de résident permanent. Troisièmement, le refus de traitement des demandes présentées avant le 2 août 2018. Quatrièmement, la référence aux valeurs québécoises exprimées par la Charte. Dans un premier temps, la Commission constate que le projet de loi numéro 9 pose la question de l'intégration socio-économique des personnes immigrantes, principalement en termes d'arrimage entre le profil professionnel de celles-ci et les besoins du marché du travail. Cette approche omet cependant de prendre en compte la discrimination systémique fondée sur les motifs de race, couleur et origine ethnique ou nationale qui perdurent tant dans l'accès à l'emploi que dans la progression en emploi. En bref, elle omet la dimension humaine qui est nécessaire à une meilleure intégration à la société québécoise. Plus encore, l'article 6 du projet de loi numéro 9 propose de modifier l'objet de la loi sur l'immigration au Québec, modification qui aurait pour effet de supprimer la référence au droit et l'égalité, qui avait été ajoutée suite à une recommandation formulée en 2016 par la Commission. Or, inscrire le droit à l'égalité dans la loi est une façon de souligner les garanties offertes par la société d'accueil aux candidats à l'immigration et ainsi d'assurer leur intégration socio-économique. À ce sujet, la Commission recommande d'amender l'article 6 du projet de loi numéro 9 afin que l'article 1 de la loi réfère de manière explicite aux droits et libertés protégés par la Charte et particulièrement au droit à l'égalité réelle, notamment en ce qui concerne la pleine participation des personnes immigrantes à la vie collective. À ce sujet, il faut d'ailleurs mettre davantage l'accent sur les responsabilités de la société d'accueil et de l'État en matière de lutte contre la discrimination systémique, particulièrement contre les obstacles rencontrés par les personnes immigrantes dans le domaine de l'emploi. Un rééquilibrage à cet égard est nécessaire. La Commission recommande à cet effet que le gouvernement axe ses interventions sur l'approche de l'accès à l'égalité en emploi. Elle réitère la nécessité de mieux appliquer les programmes d'accès à l'égalité dans la fonction publique provinciale et d'étendre ces programmes au secteur privé. La Commission recommande en outre que le gouvernement lève les obstacles discriminatoires de nature systémique entravant la reconnaissance des diplômes et l'expérience professionnelle acquis dans le pays d'origine ou de provenance de l'immigrant. Dans un deuxième temps, la Commission s'inquiète des effets des dispositions en vertu desquelles le gouvernement pourrait imposer des conditions relatives à la résidence permanente conférée par la loi fédérale. Au-delà de sérieuses questions de constitutionnalité que posent ces dispositions, la Commission constate qu'elles risquent de porter atteinte aux droits garantis par la Charte, principalement le droit à l'égalité. La Commission s'inquiète par ailleurs du fait que l'introduction de ces conditions ne soit pas davantage balisée dans la loi et qu'elles soient introduites uniquement par voie réglementaire. À cet effet, nous recommandons de modifier le projet de loi numéro 9, tout comme nous l'avions fait pour le projet de loi 77 de 2016, que la prépublication des règlements soit conservée, contrairement à ce qui est prévu aux articles 8 et 10 de la loi.
En vertu des compétences qui lui sont dévolues, la Commission se réservera néanmoins le droit d'analyser la conformité à la Charte des projets de règlement publiés en vertu des dispositions qui seraient introduites suivant les articles 8 et 10 du projet de loi, tout comme elle l'a fait suite à l'adoption du projet de loi 77 en 2016. La Commission tient à souligner qu'elle analysera également le projet de loi qui serait publié en vertu de l'article 21.1 que l'article 9 du projet de loi propose d'introduire à la loi. Dans un troisième temps, la Commission s'inquiète du respect des droits des personnes visées par l'article 20 du projet de loi numéro 9. En vertu de cette disposition, les demandes soumises dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés avant le 2 août 2018 qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision en date de la présentation du projet de loi ne seraient pas traitées. Le refus de traiter ces dossiers affecte directement des milliers de personnes, 3 800 demandeurs et leurs familles, qui travaillent ou étudient au Québec. On se doute que d'ailleurs, plusieurs d'entre elles ont déjà en bonne partie accompli leur intégration à la société. Ces personnes se voient aujourd'hui plongées dans une grande insécurité qui risque d'affecter l'exercice de plusieurs de leurs droits garantis par la Charte, notamment le droit à la sauvegarde de la dignité, à leur capacité à faire des choix relevant de leur sphère d'autonomie personnelle, telle que protégée par les droits et libertés, et à la vie privée. On peut imaginer, par exemple, que ces personnes vont devoir mettre de côté leur projet de fonder une famille ou s'établir durablement. Or, la liberté doit favoriser la pleine réalisation de chacun, le respect des choix personnels de chaque individu et le droit de prendre des décisions fondamentales qui touchent intimement la vie privée. En outre, l'exigence de détenir un CSQ étant généralement essentielle à l'inscription à la RAMQ, plusieurs de ces résidents actifs du Québec risquent de voir leur droit à la vie, à la sûreté et à l'intégrité de leur personne. L'attente accrue et inattendue de ce refus de traiter leur demande de sélection risque en effet de compromettre l'exercice de ce droit, qui est pourtant protégé par l'article 1 de la Charte. D'ailleurs, advenant la fin de leur permis de séjour temporaire avant la réception de leur CSQ, elles pourront demander une prolongation de ce permis aux autorités fédérales en attendant qu'une décision soit prise par les autorités québécoises. Cependant, ce statut implicite leur privera de la liberté de quitter le territoire, y compris dans des cas d'urgence familiale. La Commission recommande donc d'amender le projet de loi numéro 9 afin de retirer l'article 20 de celui-ci. Quatrièmement, la Commission s'est attardée aux 3 dispositions du projet de loi numéro 9 qui visent à modifier la loi sur l'immigration du Québec et la loi sur le ministère de l'immigration afin d'associer la notion de valeur québécoise exprimée par la Charte à celle de valeur démocratique qui s'y trouve déjà. Soulignons d'emblée que l'objet de la Charte est d'affirmer et de mieux protéger les droits et libertés de la personne. Certes, les valeurs fondamentales sont au cœur des droits et libertés de la personne et encore plus précisément de la Charte. Il serait toutefois préoccupant de voir celle-ci associée à l'édification d'un corpus de valeurs auquel il faut adhérer sous peine d'exclusion. Au chapitre des valeurs démocratiques se trouve notamment le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociale, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe, et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les droits fondamentaux recèlent dans leur essence une intention de reconnaissance de valeurs plurielles. La Commission tient à rappeler qu'il importe d'être vigilant par rapport à l'articulation qui est faite entre les droits promus par la Charte et les valeurs démocratiques qui la sous-tendent. Une mauvaise articulation des droits et valeurs risque de mener à une hiérarchisation des droits et libertés protégés par la Charte, voire de restreindre la portée de ceux-ci. Aussi, recourir à un ensemble de valeurs dont le contenu ne correspond pas complètement aux valeurs promues par la Charte ou qui vise à restreindre les droits qu'elle protège comporte un risque. Il pourrait créer une pression à la conformité et des exclusions des personnes dont les valeurs seraient jugées éloignées de celles du groupe majoritaire. Ceci pourrait en définitive affecter plus particulièrement les personnes issues de l'immigration et nuire à leur intégration, surtout qu'il est documenté que les valeurs ne sont pas une bonne prédiction de comportement. La Commission recommande ainsi d'amender le projet de loi numéro 9 de façon à supprimer les termes « valeurs québécoises » où ils sont cités et que de ne référer qu'aux valeurs démocratiques telles qu'interprétées au sens de la Charte, tout comme la Commission l'avait recommandé dans son mémoire sur le projet de loi 77. La Commission s'interroge en outre sur une modification qui serait apportée à l'article 4 de la loi sur le Midi. Pour rappel, le 5e paragraphe qui serait introduit à cet article établirait que la sélection des ressortissants étrangers doit contribuer à répondre aux besoins et aux choix du Québec en fonction de différents facteurs, dont la réalité socio-culturelle. Ce critère, en plus d'être large... Ça tombe bien, j'ai presque fini. Le ministre vous offre davantage de temps. Merci, Monsieur le ministre. Ce critère, en plus d'être large et difficilement mesurable, risque de créer une distinction entre un immigrant désirable et un immigrant indésirable, et à terme nuire à l'intégration de ces personnes immigrantes. La Commission recommande donc d'amender l'article 3 du projet de la loi numéro 9 afin de retirer la référence à la réalité socio-culturelle dans le paragraphe 4.5, entre parenthèses, qu'il envisage d'introduire à la loi sur le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Et enfin, et c'est un élément qui est fort important pour nous, j'ai entendu les parlementaires discuter avec l'intervenant précédent, la Commission tient à réitérer l'importance de mettre de l'avant l'éducation aux droits et libertés pour les personnes immigrantes, mais également pour l'ensemble de la population québécoise. De l'avis de la Commission, l'éducation aux droits et libertés demeure un outil privilégié pour lutter contre les préjugés, la discrimination et assurer l'édification d'une société plus inclusive,
telle que souhaitée par l'ensemble des citoyens québécois. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période des échanges. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente, Maître Tessier, Maître Saint-Laurent, Monsieur Imbeau, Madame Tréqui-Yamani. Bonjour, merci d'être présent à la Commission. Félicitations, Maître Tessier, pour votre nomination à titre de président permanent, si je peux dire, de la Commission des droits de la personne. Aujourd'hui, la motion a été présentée par le Premier ministre et appuyée par pratiquement toute la Chambre. Écoutez, on vient de recevoir votre mémoire séance tenante. Vous comprendrez qu'on ne l'a pas lu. Mais quand même, votre invitation, et vous étiez dans la première version de l'invitation le 19 février, je crois. Alors, le Parlement fait ses invitations. Cela dit, je vous ai écouté. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de positif dans le projet de loi 9? Écoutez, l'approche de la Commission, évidemment, en vertu de la Charte, c'est de faire des recommandations au gouvernement eu égard aux éléments des projets de loi qui peuvent porter atteinte aux droits reconnus par celle-ci. Alors, évidemment, lorsque c'est le cas, nous avons l'obligation et le devoir de le faire en vertu du texte de la Charte, et c'est pour ça qu'on se présente devant vous. Et je respecte le fait que vous avez placé la Commission à la toute dernière case de l'horaire disponible, et je l'apprécie. Je vous signifie simplement le fait qu'il y a aussi une question humaine de préparer un mémoire et sur des enjeux qui ne sont pas nécessairement très simples. Les enjeux en migration, comme vous le savez, sont éminemment complexes, avec 2 niveaux de gouvernement. Donc, c'est sûr, certain que notre travail ici, c'est de venir vous présenter les éléments qui, pour la Commission, devraient être sujet d'attention de la part des parlementaires lors de leur délibération et de leur étude détaillée. Donc, revenons sur les conditions grevant la résidence permanente. Vous nous indiquez qu'on ne devrait pas imposer des conditions grevant à la résidence permanente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cadre juridique applicable. Donc, vous indiquez qu'il y a des risques constitutionnels à cela. Je voudrais savoir, selon vous, est-ce que c'est possible pour le gouvernement fédéral dans un premier temps, est-ce que vous pensez que je peux introduire, par le biais de l'article 9, l'article 21.1 dans la loi, qui habilite le Québec à imposer des conditions à la résidence permanente? Est-ce que l'Assemblée nationale peut faire ça? Évidemment, il est clair que, puis je le rappelle aux parlementaires, que le mandat de la Commission n'est pas de donner des opinions de constitutionnalité de loi au sens du partage des compétences fédératives. Cela dit, il est important pour nous pensons, de vous rappeler les atteintes possibles aux droits et l'égalité et aussi de souligner au passage qu'il y a des éléments là-dedans où, par une norme d'apparence neutre, il pourrait y avoir un effet préjudiciable et attentatoire contre le droit à l'égalité des personnes visées. Ça, c'est l'élément qui est contenu à notre mémoire. Et c'est l'élément sur lequel on attire votre attention. Mais l'élément le plus fondamental pour nous, et on vous le dit, on l'a dit, la Commission sur le projet de loi 77, et on le répète, c'est que dispenser le gouvernement de l'obligation de publication des règlements fait perdre au gouvernement, parce que dans ce cas-ci, c'est un règlement, l'éclairage de la Commission eu égard à certaines mesures mises en place. Et il faut le rappeler, tout comme on le disait sur 77, on répète la même chose aujourd'hui, il y a énormément de pouvoirs qui sont délégués par règlement au gouvernement ici. Et ça fait en sorte que c'est un petit peu difficile pour nous d'anticiper et de vous prononcer à l'avance sur le contenu du corpus réglementaire. Mais on vous sensibilise au fait qu'il y a des risques eu égard au droit à l'égalité sur ces questions. Je comprends. Dans toutes les lois, il y a des dispositions habilitantes le gouvernement à adopter des règlements. Ça, c'est pas nouveau. Mais je vous réfère à page 14 de votre mémoire, la note de bas de page 55. Donc, vous-même, vous abordez, au-delà des sérieuses questions de constitutionnalité que pose cette disposition, la Commission souhaite faire part de ses préoccupations quant à l'imposition de telles conditions au regard des droits protégés par la Charte québécoise. Puis, dans la note de bas de page 55, vous dites « L'accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des urbains de 1991 établit à son article 12 que le Québec est responsable de la sélection des personnes migrantes à destination
de son territoire. Cependant, la question de l'admission des ressortissants étrangers et l'octroi du statut de résident permanent est confiée à l'administration fédérale. Sur le plan administratif, cela signifie qu'une fois le certificat de sélection du Québec émis, le gouvernement fédéral applique sa procédure d'admission qui inclut une enquête sur l'état de santé du ressortissant étranger et ses antécédents criminels notamment. Seul le fédéral peut accorder le statut de résident permanent ou le révoquer. Donc, vous l'abordez vous-même dans votre mémoire. Donc, vous me permettrez de vous poser la question sur ce point-là en ce qui concerne la constitutionnalité. Est-ce que la Commission des droits de la personne est d'avis que l'Assemblée nationale du Québec peut adopter l'article 21.1 et que dans le cadre constitutionnel applicable, c'est possible de faire vivre cet article-là, considérant que le fédéral, dans sa loi actuellement, prévoit déjà une disposition habilitante? Et puis, je respecte votre question, puis vous faites bien attirer l'attention des parlementaires à cet extrait du mémoire. Comme je vous le dis, la Commission ne formule pas de recommandations spécifiques. Si vous regardez dans la liste des recommandations qui se retrouve à la fin sur cet élément-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait part d'une préoccupation. On sensibilise, je pense que nous ne sommes pas le seul organisme qui l'a fait d'ailleurs, sur la possible difficulté que pourrait rencontrer une telle disposition. Cela dit, puis je pèse mes mots, comme je ne suis pas un organisme qui vient ici pour vous plaider le partage des compétences fédératives, je vais réserver mes commentaires à ce sujet-là et je vais laisser la commission parlementaire faire son travail en étude détaillée en tenant compte de la préoccupation qu'on vous soulève, qui en est une, c'est une préoccupation, mais on vous la soulève et on vous laisse en disposer. OK. À la page 17 du mémoire, la commission dit l'introduction de conditions relatives à l'embauche d'un résident permanent. La commission souhaite également, c'est le deuxième paragraphe, la fin du premier, là, le point 2.2 dans le fond. La Commission souhaite également faire part de ses préoccupations relatives à l'article 10 du projet de loi numéro 9 qui vise à remplacer l'article 29 de la Loi sur l'immigration du Québec. Dans sa nouvelle formulation, le premier alinéa de l'article 29 prévoit que le gouvernement pourrait, par règlement, déterminer des conditions qui doivent être respectées par un employeur qui souhaite embaucher un résident permanent. D'évidence, cette disposition soulève d'importantes questions constitutionnelles. Et là, on réfère à 63, qu'on dit la Charte canadienne des droits et libertés garantit à son article 6 la libre circulation des résidents permanents et le droit de gagner sa vie dans toutes les provinces, leur vie dans toutes les provinces. Toute restriction sur le lieu d'établissement d'un résident permanent semble ainsi soulever de sérieuses questions en conformité avec cette disposition. Mais la Commission s'interroge aussi sur la conformité de celle-ci à la Charte québécoise. Bon, à 29, l'obligation qu'on met, c'est sur l'employeur, c'est pas sur le résident permanent. Dans le fond, dans le projet de loi 9, on pourrait imposer certaines conditions à l'employeur, notamment, supposons, d'offrir des locaux pour des cours de français ou d'offrir de la francisation en milieu de travail ou certaines facilités. Il n'est pas question de limiter la circulation ou l'établissement d'un résident permanent. Ce n'est pas ce que l'article dit. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur la question de l'employeur. L'objectif, c'est de faire en sorte que le gouvernement ait certains outils pour travailler en collaboration avec les employeurs, pas pour pénaliser quelconque résident permanent que ce soit. Je vous entends bien, M. le ministre. Je vous répète le rôle que l'on se donne aujourd'hui devant vous et que nous avons en vertu de la Charte, c'est celui de vous sensibiliser, de faire part de cette préoccupation-là, préoccupation qui est de l'ordre de nature constitutionnelle au sens où, au regard de la Charte canadienne, je le précise, vous avez un élément là-dessus. Cela dit, si on regarde les objectifs de la loi, puis là, vous me donnez un exemple concret, on pourrait s'amuser à en cumuler un après l'autre. Nous, notre travail, c'est de venir en commission parlementaire et c'est de vous dire, lorsque vous adoptez une loi et que vous avez des règlements par la suite à adopter dont vous ne prépubliez pas le texte pour commentaire, il faudra être vigilant eu égard à la question des partages de compétences, eu égard à la question possible de conformité à la Charte québécoise, droit à l'égalité, droit à la circulation. Donc, nous, on vous dit, là, présentement, on n'est pas ici pour commenter sur les règlements de mise en application. C'est très difficile pour nous de nous prononcer sur des cas hypothétiques de règlements potentiels avec des situations factuelles données. Mais notre travail, c'est de venir vous mettre en garde sur ces éléments-là. Vous semblez bien au fait de ces éléments-là. Excusez-moi, Madame la Présidente. Le ministre semble bien au fait de ces éléments-là. Je vous entends bien, là. Je comprends le rôle de la Commission. Mais dans le mémoire, là, vous nous dites quand même, là, d'évidence, cette disposition soulève d'importantes questions constitutionnelles, mais la Commission s'interroge sur la conformité de celle-ci à la Charte québécoise. Alors, décortiquons-le, là, sur la question de la conformité de celle-ci à la Charte québécoise.
aussi... Si on mettait en place un règlement, là, puis effectivement, il n'est pas publié, il n'est même pas écrit, le règlement encore. Là. Et comme dans des centaines de lois qui sont adoptées au Québec, des fois, il y a des règlements qui sont adoptés, des fois, d'autres pas. C'est pas tout qui se retrouve dans les lois, mais en quoi la disposition pourrait contrevenir à la Charte québécoise, si on vise l'employeur? Ça va être l'effet discriminatoire, Madame la Présidente, et j'attire l'attention des parlementaires et même de la Commission au paragraphe suivant. Hein. C'est l'introduction de conditions relatives à l'embauche des résidents permanents, parce qu'on parle bien de leur embauche. On peut viser les employeurs, mais c'est quand même bien de l'embauche de résidents permanents dont on parle. On parle d'employeurs, mais on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement aussi. Il faut faire attention dans la façon qu'on va venir faire ça, dans la façon qu'on va venir jouer là-dedans, parce qu'une norme d'apparence neutre peut avoir un effet discriminatoire. Et donc, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Même si une norme peut paraître neutre d'apparence, elle peut avoir un effet discriminatoire. C'est ce que cette section du mémoire vous rappelle. Et c'est pour ça que la recommandation de la Commission, qui est la recommandation numéro 4 du mémoire, est de vous inciter fortement à faire attention la recommandation numéro 4 fait référence justement à ça ici, les conditions additionnelles, parce que les libellés dans le projet de loi sont en termes très larges, et ce qui fait en sorte que c'est encore là, puis j'ai l'impression de me répéter, là, je m'en excuse, mais c'est difficile pour nous de nous prononcer à ce moment-ci, et c'est pour ça qu'il est important, tout comme la recommandation 4 le mentionne, l'obligation de publication donne la chance aux acteurs comme la Commission, mais l'ensemble de la société, puis évidemment des acteurs œuvrant auprès des personnes immigrantes aussi, donc de venir commenter et informer le gouvernement avant l'adoption formelle du projet de règlement. C'est ce qu'on vous dit, c'est la recommandation de cette section-là, si vous la regardez, elle est à la page 18 et 19. Et c'est la même, je vous le dis, Madame la Présidente, je le souligne à l'ensemble des parlementaires, c'est la même chose qu'on avait dit sur 77, il y avait cette préoccupation-là à l'égard de 77 également. OK. Mais si on met des conditions favorisant l'embauche des personnes migrantes, favorisant le fait que l'ensemble des acteurs de la société québécoise se mobilisent pour l'embauche des personnes migrantes, visant leur intégration, visant leur francisation, c'est pas des motifs de discrimination. On dit aux partenaires de la société, tout le monde doit faire sa part. L'intégration d'une personne immigrante qui quitte son pays d'origine, c'est pas l'unique responsabilité de la personne immigrante. C'est terminé, ça, là, le fait de faire reposer toute l'obligation, la lourdeur de faire les démarches sur la personne immigrante. Nous, on est dans une logique avec le projet de loi 9 de dire c'est notre responsabilité à tout le monde. C'est la responsabilité de la société québécoise, c'est la responsabilité des villes, c'est la responsabilité des villages, c'est la responsabilité des employeurs dans toutes les régions, de la communauté. C'est la responsabilité des chevaliers de colons Je ne l'ai pas mis dans la loi, là, mais vous comprenez où je m'en vais, dans le sens où de dire, si la société d'accueil vous accueille bien, vous prend en charge, vous quittez votre pays d'origine, vous ne connaissez personne, vous arrivez dans un milieu, chez nous à Belleuil, supposons. Là. Vous arrivez sur Saint-Jean-Baptiste, vous ne connaissez personne, ça va être tough au début, là. J'imagine, là, j'ai pas vécu, là. Mais même quand vous déménagez d'une ville à l'autre au Québec, puis vous êtes natif du Québec, c'est tough parce que faut faire votre réseau, tout ça. Nous, avec le projet de loi 9, ce qu'on dit, c'est que l'État québécois, le MIDI, le ministère de l'Immigration, prend ses responsabilités. On dit, c'est assez. Là, il faut investir. Il faut s'assurer que dès l'étranger, on déploie des ressources. Puis on dit, là, écoutez, là, nous, on veut là, que le processus, là, ça se déroule très bien. Puis notre objectif, c'est que vous soyez heureux au Québec, que vous occupiez un emploi à la hauteur de votre compétence, que vous viviez ici avec votre famille. Et pour ça, on se dote des moyens dans le projet de loi pour faire ça. Là, je comprends, vous me dites, on ne voit pas le règlement, ça pourrait être potentiellement discriminatoire, mais je pense que la Commission voit une problématique qui, nous, quand on a construit l'article de loi, visait plutôt à accompagner, puis plutôt à donner des moyens pour la personne migrante. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas
le résident permanent doit rester dans telle région ou est captif, tout ça. C'est pas ça du tout où on est, là. On est vraiment dans une approche positive de donner des outils, là. Bien, Madame la Présidente, si je peux donner un élément de réponse au ministre, c'est en attirant l'attention des membres de la Commission aux recommandations de la première section de notre mémoire. Et il faut comprendre que le projet de loi tel que rédigé présentement, puis on parlait de 8 et 10 présentement, la rédaction laisse place à l'imagination. Vous présentez des scénarios, mais on peut présenter d'autres scénarios également. Alors, c'est ce qu'on vous dit, c'est que l'obligation de publication dans un contexte comme ça devient encore plus importante parce que l'article laisse beaucoup de possibles. Et ces possibles-là peuvent être bons comme moins bons. Mais si vous regardez la partie numéro 1 de notre mémoire et la recommandation numéro 1, un des indices qu'on voit dans le projet de loi et sur lequel on vous interpelle, on interpelle le gouvernement, Madame la ministre, c'est le fait que l'on retire de la loi actuelle un des indices qui allait dans le sens que le ministre semble indiquer en disant vouloir respecter la Charte, vouloir se conformer aux droits et libertés. Bien, ce n'est pas en retirant le principe de l'égalité, en retirant des mots qui ont été ajoutés suite à des recommandations de la Commission sur 77 en 2016, qu'on va dans ce sens-là. On donne un indice contraire à la population, puis le législateur, quand il parle, il n'est pas censé parler pour rien dire. S'il enlève des mots, ça donne un sens. Alors, c'est pour ça que nous, ce qu'on vous recommande, c'est de reconnaître explicitement, de référer de façon explicite aux droits à l'égalité réelle et aux droits et libertés protégés par la Charte, tout comme on l'avait recommandé sur 77, qui avait mené un amendement en étude détaillée et l'ajout d'éléments qui ne se retrouvent plus dans le projet de loi 9. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse que je peux vous donner, et ça touche à l'accès à l'égalité en emploi, c'est les recommandations suivantes. Alors, il y a des leviers dont le gouvernement dispose pour mettre en place des actions porteuses pour permettre une pleine intégration, un accès en pleine égalité aux emplois et pour lutter contre la discrimination systémique dont sont victimes les personnes racisées, c'est les programmes d'accès à l'emploi, c'est de faire en sorte que la fonction publique soit assujettie, que le privé soit assujetti, que la minorité racisée constitue un groupe cible distinct et spécifique des programmes d'accès à l'égalité du gouvernement, de la fonction publique. Et donc, ça, c'est des éléments, c'est des outils que le gouvernement peut mettre en place pour véritablement atteindre ces fins-là d'une pleine intégration des personnes immigrantes à l'emploi. Et la dernière chose, puis c'est la recommandation numéro 3, c'est qu'on vous recommande de lever les obstacles systémiques aux effets discriminatoires qui sont là, qui existent, qui sont documentés quant à la reconnaissance des diplômes et la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquis dans les pays d'origine ou de provenance des personnes immigrantes. Ça, c'est des véritables barrières concrètes qui existent au quotidien pour des gens qui viennent ici qualifiés dans le programme dont on parle et qui se butent à des refus systématiques parce que ce sont des personnes racisées qui, de façon générale, proviennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et ce sont des personnes qui parlent français. Et ça, c'est un véritable problème. La Commission, nous recevons des plaintes de ces personnes qui se plaignent de discrimination à l'embauche. Pourtant, la Charte dit à l'article 18.1 très clairement, on ne peut pas demander à quelqu'un d'où il vient dans un processus d'embauche. Et tous les jours, on reçoit des plaintes à la Commission, processus d'entrevue. Pourquoi on pose cette question-là? Quelle finalité est-ce que ça sert de savoir la personne, elle vient de où, si on a besoin d'un manœuvre, si on a besoin d'une secrétaire médicale? Mais ces questions-là sont posées au quotidien au Québec par des employeurs. Et c'est ce qu'on vous dit, Madame la Présidente, c'est ce qu'on dit au gouvernement. Il y a des gestes, j'entends le ministre, il y a des gestes très clairs et très concrets qui peuvent être posés pour aider les personnes immigrantes, majoritairement les personnes racisées ici, qui se butent à des problématiques d'accès à l'emploi. Pardonnez-moi la longue réponse. Donc, dans les mesures qu'on peut prendre, parce que
séparons le fait des personnes immigrantes et le fait des personnes racisées. Prenons le cas des personnes racisées, parce que les deux ne sont pas équivalents. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour, comme moyen d'action, selon la Commission? Les deux sont étroitement liés dans la mesure où nous, ce qu'on documente et ce que les études documentent, c'est que c'est les personnes racisées qui ont plus de problèmes, on se comprend. Donc, c'est pour ça que... Non, mais ce que je veux dire, c'est pas... Je ne veux pas jouer sur les mots, là. C'est pas parce que vous êtes une personne immigrante que vous êtes une personne racisée. Effectivement. Puis ça, dans notre mémoire, c'est très clair. Les personnes racisées et natives ont des problématiques semblables. Donc, c'est pour ça que vous avez raison de faire la distinction. Mais évidemment, dans les personnes immigrantes, il y a aussi des personnes racisées. C'est pour ça que je ne veux pas faire le... Je ne veux pas financer sur le sens des mots, là, mais il y a une très grosse majorité. Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire comme moyen d'action pour éviter que ce genre de situation-là déplorable se produise? Bien, première chose, comme on vous le dit, puis c'est un peu le sens de notre propos, c'est de ne pas retirer des mots qui avaient été mis dans la loi sur l'immigration en 2016 pour venir inscrire une intention législative d'assurer en pleine égalité. C'est de renforcer ces textes-là, renforcer les programmes d'accès à l'égalité, les appliquer. L'État devrait être un employeur exemplaire. Et l'État québécois, pour ce qui est de la représentativité, malheureusement, ne l'est pas encore. Et on est plusieurs années après, ça fait plus de 30 ans que les programmes d'accès à l'égalité ont été prévus à la Charte. On n'a pas encore atteint une vitesse de croisière au niveau de la fonction publique de l'État. Alors ça, c'est une revendication historique de la Commission. Je ne suis pas le premier président qui se présente en commission parlementaire qui le dit à des parlementaires. Alors, je vous le répète, ça, c'est une bonne mesure. L'étendre au secteur privé aussi. Les programmes d'accès à l'égalité, présentement, ne sont pas... Le secteur privé n'est pas couvert par les programmes d'accès à l'égalité. Ça aussi, vous avez une piste là. Madame la Présidente, le ministre a une piste là, peut-être s'il en cherche. Et comme je vous le dis, l'expérience professionnelle, les diplômes, il y a des idées comme ça et c'est une recommandation, il y a des idées comme ça qui ont circulé dans la société civile, c'est de mettre fin aux barrières et aux blocages qui existent. Puis je termine aussi en vous disant que lorsque la recommandation numéro 7, la toute dernière, on fait référence à la réalité socio-culturelle, c'est un autre indice qui s'éloigne de cet objectif d'égalité réelle. Parce que quand on parle de patrimoine socio-culturel, on vient de mettre une norme un peu de conformité et non pas de reconnaissance de la diversité. Alors, encore une fois, le législateur doit être prudent dans ses mots. C'est pour ça que la Commission, on se présente devant vous, puis on vous dit, soyez prudent dans l'utilisation de ce genre de vocabulaire-là. Soyez prudent quand vous parlez de valeurs québécoises. Les valeurs démocratiques sont prévues à la Charte présentement. Elles sont prévues dans le texte de la loi. Et ce qu'on vous recommande, c'est de prévoir valeurs démocratiques telles que reconnues par la Charte et non pas valeurs québécoises. Parce que ça, ce sont des indices que le législateur envoie quand il adopte ce genre de loi-là, pas juste aux personnes immigrantes, mais à l'ensemble de la société parce que, et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est un enjeu qui implique pas uniquement les personnes immigrantes, mais l'ensemble de la société. Il y a encore, malheureusement, je vous le dis, des plaintes, mais pas juste des plaintes, des incidents malheureux au Québec qui se produisent, que la Commission dénonce. On n'a pas encore, malheureusement, atteint une société qui fait en sorte que des comportements racistes ouverts, flagrants, se produisent encore cette semaine. Tout le monde a dénoncé. Je n'ai pas dit que personne ne l'avait, mais ça s'est produit quand même. Alors, ce travail d'éducation au droit, ce travail d'égalité réelle, il n'est pas juste sur les épaules de la personne immigrante. Il reste 30 Il est secondes. sur la société d'accueil aussi, qui, elle, doit élever le niveau de son jeu un peu. Pratico-pratique, là, je vous entends là, sur l'égalité puis le texte, là, mais pratico-pratique, c'est quoi les actions que le gouvernement du Québec peut poser? Enlevons là, le texte législatif, parce que malgré le fait là, que dans la Charte, là, c'est prévu qu'on ne peut pas discriminer, vous me dites qu'il y a de la discrimination. Pratico-pratique, c'est quoi vos recommandations sur les gestes à poser? Bien, la recommandation numéro 1, maintenir le texte et faire référence à l'égalité au sens de la Charte. Enlever les mots socioculturels. Je sais, mais c'est déjà discriminatoire, c'est pas des actions concrètes, c'est législatif, c'est pas des recommandations. Les actions, les programmes d'accès à l'égalité, les étendre au réseau privé, les mettre assujettir la loi sur la fonction publique. Je dois vous interrompre. Oui, pardon. Et céder la parole à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. D'accord, merci. Je vais commencer. Justement, je vais reprendre là où on vient de quitter. Merci de votre présentation et merci à toutes les personnes d'être présentes avec nous. Heure un peu tardive, il est vrai, un jeudi, alors c'est d'autant plus apprécié. J'aimerais donc revenir sur la question de valeurs démocratiques versus les valeurs québécoises. J'aimerais bien saisir les nuances que vous amenez.
En introduisant la notion de valeur québécoise, vous dites on ouvre en fait une espèce de boîte de Pandore, si je comprends bien, parce qu'on vient amener des questionnements qui sont plus... amener des enjeux, ça soulève des questionnements. Puis je veux bien comprendre la nuance entre valeur démocratique et valeur québécoise et pourquoi vous l'amenez de cette manière-ci. Et j'ai lu votre document, donc j'ai besoin de vous entendre davantage là-dessus. Avec beaucoup de respect, je vais passer la parole à mon collègue. Très bien. Vous la parole? Oui, donc, comme on l'explique dans le mémoire, l'objet de la charte, c'est de promouvoir des droits et des libertés. On y prévoit les valeurs démocratiques, elles sont énoncées. Mais comme on essaie de démontrer dans le mémoire, il y a eu, au fil des ans, dans la politique, si on se réfère à la politique de 91, où étaient énoncées les valeurs démocratiques, puis dans le mémoire, on cite là, celles auxquelles on référait, l'égalité des sexes, la non-discrimination, la protection des enfants, par exemple. Il y a eu, depuis, disons, les 10 dernières années, au Québec, une forme de décentrement. On l'a observé surtout avec tout le débat qu'on a eu sur les accommodements raisonnables où les valeurs communes, les valeurs québécoises ont été mises de l'avant pour tenter de réduire l'expression de certains particularismes. Puis durant cette consultation-là, puis avant même la consultation, c'était beaucoup les immigrants qui étaient visés par les propos, le malaise qu'on entendait dans la population. Suite à ça, il y a eu également, on a vu la déclaration des valeurs qui a été mise en place en 2008 comme première réponse au rapport Bouchard-Taylor. Puis on est avec ce discours des valeurs québécoises, des valeurs communes qu'on met de l'avant d'une certaine façon, comme j'essaie de l'expliquer, pour réduire l'expression de certains droits. Donc, ce qu'on dit, c'est faites attention. Les valeurs, ce n'est pas un bon prédicteur pour l'action des individus. Puis, je référais à la politique, l'énoncé de politique de 91 tout à l'heure, qui reconnaissait les valeurs démocratiques, mais qui reconnaissait également les valeurs personnelles que tout un chacun pouvait adopter. Puis, il y avait une marge de manœuvre, une marge d'autonomie dans l'exercice de ces valeurs-là. Puis, il n'y avait pas une espèce de désir de fusion là, entre les deux ordres de valeurs. Est-ce que c'est davantage au-delà du terme qui est utilisé, valeur québécoise, est-ce que c'est davantage l'application que vous en avez vue dans les dernières années qui vous amène à conclure ça? Ou l'interprétation que les gens ont bien voulu en donner dans les dernières années qui vous amène à conclure ça, plutôt que le terme lui-même, en fait? Le terme est important, mais il y a aussi la question de l'application, puis ce que ça induit, parce que les valeurs démocratiques, en fait, elles doivent s'appliquer à tous les individus sans égard au statut des personnes, leur origine, elles sont immigrantes ou pas immigrantes. Donc, la déclaration des valeurs, puis on cite un extrait qui était, à notre sens, assez juste là, de la table de concertation des personnes immigrantes en 2008, au moment de l'adoption de la mise en place de cette déclaration des valeurs. C'est pas tant le contenu que ce que ça induit comme perception. Comme quoi que les personnes qui rejoignent le Québec à l'intérieur d'un projet migratoire ne partageraient pas les valeurs, tandis que la société québécoise, elle, partagerait de façon homogène ces mêmes valeurs-là. Donc, il y a un risque de ça rend suspicieux par rapport à l'immigrant. C'est un discours qui rend suspicieux, puis c'est un discours qui peut être aussi catégorisant. Donc, il y a eux, il y a nous, puis il y a une différence fondamentale qui est irréductible, puis on réduit les gens finalement à certains particularismes, alors que dans les faits, les gens s'intègrent, ils vivent bien au Québec, donc... OK. Très bien. Je vous remercie de la clarification. Je vous amène à votre recommandation numéro 5, qui est celle où la Commission recommande de modifier le projet de loi numéro 9 afin de retirer l'article 20. L'article 20 de celui-ci. Si l'article 20 n'est pas retiré, quelles pourraient être les conséquences de ça, premièrement? Et deuxièmement, qu'avez-vous vu dans les dernières semaines, les 3 dernières semaines, qui vous laisse craindre et vous force à recommander cette recommandation numéro 5?
Vous pouvez vous partager le droit de réponse. Oui, c'est ce qu'on est en train de convenir. Ma collègue pourra compléter au besoin. Écoutez, pour ce qui est de l'article 20, il faut se rappeler une chose, c'est que la charte s'applique évidemment aux gens qui sont ici. Hein, il y en a, hein. Et donc, lorsque l'on pense à des personnes qui, en vertu des critères, le simple écoulement du temps a des conséquences, des effets pratiques. Alors, je parlais tantôt d'apparence neutre qui peut avoir un effet. Bien, le fait d'avoir moins de 35 ans, tu as des points, tes enfants sont en bas de tel âge, tu as des points. L'écoulement du temps fait en sorte que la remise du compteur à zéro fait en sorte que cette personne-là, tout d'un coup, avait un bon dossier et en a un moins bon. Alors, c'est ce genre de risque-là auquel la société québécoise s'expose. Et le gouvernement s'expose lorsqu'il adopte une norme d'apparence neutre. Mais dans son effet, il peut avoir un effet préjudiciable sur certaines catégories de personnes. Et puis peut-être que ma collègue peut compléter. Il y a aussi l'élément où, au-delà d'atteinte potentielle au droit à l'égalité, l'insécurité dans laquelle les gens se trouvent plongés par l'effet de cette disposition-là, dès maintenant d'ailleurs, va avoir pour effet de repousser le projet d'avoir un enfant, par exemple. Ils ne savent pas quand ils vont avoir un CSQ, quand leur statut va être régularisé. Des gens qui sont au Québec à l'heure actuelle, qui travaillent, qui paient des impôts, qui se retrouvent dans une situation où leur choix, qui relève de leur sphère d'autonomie personnelle, ce qui est couvert par le droit à la liberté, protégé par l'article 1 de la Charte québécoise, mais ces droits-là se retrouvent en péril. Donc, il y a plein de projets de vie. Choisir, bien là, on allait peut-être acheter une maison à tel endroit. Donc, tout ça est en suspens. Donc, il y a aussi le fait que, dans l'attente d'un CSQ, il y a un impact important sur le droit de quitter le territoire. S'il y a un parent malade à l'étranger, bien, peut-être si on va le visiter, on a le risque, si notre CSQ n'est toujours pas arrivé, qu'on est en statut implicite, parce que notre permis n'est pas encore renouvelé, on peut se retrouver à ne pas pouvoir aller visiter notre famille, ou si on le fait, ne pas pouvoir revenir au Canada. Donc, c'est une insécurité, un impact considérable sur la vie personnelle puis sur la sphère d'autonomie personnelle de ces personnes-là qui vivent actuellement au Québec. Avez-vous reçu dans les dernières semaines des plaintes ou des commentaires ou de l'information qui viendrait confirmer ce que vous dites? Ou est-ce que c'est basé plus sur l'interprétation que vous faites du projet de loi? On n'a pas d'informations sur des plaintes à vous communiquer aujourd'hui. C'est basé sur l'interprétation du projet de loi. Vous aurez compris que le projet de loi a été déposé il y a 3 semaines, aujourd'hui. Puis, entre-temps, il y a eu certaines péripéties. Donc, ça fait en sorte que non, on n'a pas d'informations à cet effet-là, à communiquer aux parlementaires. Est-ce que je vais céder tout de suite la parole? Je ne sais pas combien de temps il reste. Oui, parce qu'elle a plusieurs questions à poser. Oui? Non? Oui? Oui, j'en ai. Est-ce que la collègue de Bourassa-Sauvé a plusieurs questions pour vous? Merci. Oui, je voudrais revenir sur toute cette question de conditions à la résidence permanente. Vous n'êtes pas les seuls, évidemment, à avoir relevé ce problème-là, à avoir une crainte à l'endroit de cette idée de rendre conditionnelle la résidence permanente. Les différents organismes communautaires qui sont venus nous voir aujourd'hui durant la semaine ont convenu que rendre conditionnelle cette résidence permanente-là allait à l'encontre de l'idée même d'un projet de vie, d'un nouveau chapitre entamé en terre canadienne. Et on a tous les groupes de juristes qui sont venus ici qui vont dans le même sens que vous. On avait même Maître Anfield ce matin qui nous disait que si le projet de loi était adopté comme il est là, avec le même libellé, on allait dans un mur, que c'était une bataille juridique. Et là, vous dites la même chose. En fait, je comprends bien. La problématique aussi, c'est qu'on aurait un système à 2 vitesses. Ici, au Québec, on aurait une résidence permanente conditionnelle, mais dans le reste du Canada, ça serait très différent. L'applicabilité aussi de ça est un peu difficile à envisager, est un peu bancale, parce qu'il faudrait que le fédéral s'en mêle. Dans le mémoire du barreau canadien qu'on a ici, je voulais juste vous lire un petit bout, parce que ça rejoint ce que vous dites. L'application d'un test des valeurs ou d'un test de langue après l'obtention de la résidence permanente est également inconstitutionnelle. Qui sera visé? Qu'adviendra-t-il des immigrants qui quittent la province, de ceux qui arrivent après avoir fait
leur établissement dans une autre province, des familles dont un membre ne rencontre pas les conditions, des personnes affectées par un handicap ou une incapacité. Il est utopique de penser pouvoir imposer de telles conditions avec des conséquences qui affecteraient le statut octroyé par le gouvernement fédéral. De telles dispositions seraient clairement inconstitutionnelles. Le ministre peut imposer des conditions pour l'obtention d'une sélection. Toutefois, une fois la sélection confirmée et la résidence permanente approuvée, il n'est plus du ressort du gouvernement provincial d'intervenir. Mais dans le cadre de la charte, et selon vous, pouvez-vous nous aller un petit peu plus loin que ce que vous avez dit aujourd'hui, nous expliquer vraiment ce qui va à l'encontre des... ce qui fait en sorte que finalement ça ne fonctionne pas? Comme je l'ai dit préalablement, Mme la Présidente, au ministre en réponse, il est évident que nous avons aussi des responsabilités et que d'autres intervenants qui viennent en commission parlementaire, eux, ont d'autres regards et nourrissent la réflexion de la commission parlementaire. C'est évident que l'aspect de la constitutionnalité au sens des partages des compétences, on s'éloigne de cette... Et c'est pour ça qu'on est prudent, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont venus très éloquemment, comme vous le parlez, là, du barreau canadien, vous expliquer ces éléments-là. Nous, on s'en tient à une mise en garde au gouvernement eu égard à ces questions-là. Vous faites référence à certains autres acteurs du milieu du droit, mais évidemment, moi, je vous dirais que pour nous, ce qui est important, je le répète, c'est quelles vont être les façons de mettre en œuvre et opérationnaliser ce vocabulaire-là et de quels sont les autres indices législatifs qui vont être contenus au projet de loi, qui vont permettre, advenant une éventuelle contestation, de venir l'interpréter de façon conforme, moins attentatoire, par exemple, à la Charte, ou de l'autre côté de la clôture, en disant non, ici, il s'agit de droits à la Charte qui ont été violés. Alors, nous, notre rôle, c'est de venir mettre en garde et vous dire, soyez très prudents lorsque vous prenez ce sentier-là, et aussi donnez-nous la chance, à nous, Commission des droits, d'exercer notre mandat en vertu de 71, de venir vous dire et de venir recommander au gouvernement certains éléments lorsqu'il y aura, si et lorsqu'il y aura. J'ai compris qu'il y avait un si aussi, si et lorsqu'il y aura des projets de règlement qui seront soumis pour publication. Donc, la condition comme telle, bon, l'article comme tel ne vous dérange pas, c'est vraiment la réglementation qui suivra, c'est ça? Je vais laisser ma collègue. Oui. Je vais laisser ma collègue maintenant. Oui, bonjour. Par rapport à la Charte québécoise, ce qu'on soulève comme préoccupation, c'est que dans la formulation actuelle du projet de loi, ce qu'on dit, c'est que les objectifs qui sont fixés pour d'éventuels et potentiels règlements, ils sont très flous. Et on se dit, dans la rédaction actuelle du projet de loi, le risque, c'est qu'on se retrouve avec des règlements qui pourront avoir un effet discriminatoire, qui vont créer des catégories de résidents permanents. Donc, on va se trouver avec différentes catégories de résidents permanents, ceux qui répondent aux conditions, ceux qui n'y répondent pas. Et ça pourrait être lié à des motifs de discrimination. Quand on parle d'objectifs poursuivis qui sont, par exemple, le critère de l'intégration sociale. Donc, les règlements pourraient viser ça. Ça peut paraître neutre, mais l'intégration sociale, est-ce qu'on peut se demander, c'est très large, donc est-ce que ça pourrait avoir pour effet je suis à la page 15 du mémoire, dans l'avant-dernier paragraphe, on soulève, c'est une question hypothétique, hein, puisqu'il n'y a pas de règlement, évidemment, mais on se dit, est-ce que ça pourrait avoir pour effet de priver de statut certaines personnes en raison de pratiques culturelles qui seraient, par exemple, liées à leur origine ethnique ou à leur pratique religieuse, et qui seraient considérées comme des indices de mauvaise intégration? Donc, à l'heure actuelle, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que, tel que rédigé à l'heure actuelle, le projet de loi 9 ouvre la porte à une grande incertitude et possiblement à l'adoption de règlements dont on s'inquiète de l'effet potentiel, tout simplement. Il vous reste 1 minute. Donc, oui. Donc, idéalement, on pourrait proposer l'étude des règlements en même temps que le projet de loi. Idéalement, c'est ça. Oui, bien, là, à l'impossible n'est tenu, là, mais c'est sûr que de notre côté, nous, à tout le moins, c'est notre recommandation, publier les règles, prépublier, comme ça, on a la chance de les regarder, les analyser et de vous faire part de nos commentaires. Pour justement éviter ça,
Parce que je prends la parole du ministre là, tout à l'heure. Je comprends que ce n'est pas son intention. Maintenant, nous, on est ici pour vous mettre en garde. On est ici pour rappeler aux parlementaires un cadre. Et voici certaines frontières auxquelles soyez très prudents lorsque vous voulez vous en approcher ou vous tentez de les franchir. Merci. Je reconnais le député de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. D'abord, félicitations pour votre parcours et la nomination d'aujourd'hui. 2 questions, je vais vite. La loi est là pour mieux arrimer l'intégration, l'immigrant, l'intégration au monde du travail, au marché du travail. Mais il n'y a rien pour faciliter l'accès à l'emploi aux immigrants déjà installés. Vous avez commencé un peu à répondre tantôt. Nous, on a proposé un CV anonyme, des stages de première expérience. J'aimerais ça vous entendre encore un peu là-dessus. La deuxième question, c'est que il y a une réalité, c'est qu'il y a des employeurs qui exigent maintenant une connaissance de l'anglais pour des emplois où c'est pas nécessaire. Fait que ça fait un frein beaucoup à les immigrants. Il faut qu'ils apprennent le français puis apprennent aussi l'anglais. Nous, on proposait d'ajouter à la Charte québécoise des droits et libertés le droit de vivre et de travailler en français. On pense que ça pourrait être une solution. J'aimerais savoir ce que vous en pensez ou si vous avez une autre solution. Merci. Alors, c'est sûr, certain que pour ce qui est de certaines mesures par rapport à... Puis j'attire votre attention sur notre recommandation, puis je m'excuse, là, je la cherche, mais c'est notre recommandation qui fait égard pas au CV, mais à la reconnaissance d'expérience à l'étranger. Vous parlez de CV, mais il y a aussi la reconnaissance de l'expérience. Donc, de ne pas simplement dire, ah ben, tu as été urbaniste dans tel autre pays, ben, tu comprends rien à l'urbanisme au Québec. Donc, il y a ce genre de choses-là. Puis pas juste évidemment, pas pour nécessairement les professions réglementées, là, ça peut être pour toute catégorie d'emploi. Donc, donc ça, c'est une des mesures. Peut-être que ma collègue peut en ajouter sur la question. Oui, je peux vous répondre sur les CV anonymes. Il y a plusieurs recherches qui disent que ça n'arrange rien la discrimination fondée sur la race, origine ethnique ou nationale et sur la couleur. D'autant plus que lorsqu'on dit où on a obtenu son diplôme, c'est très facile de voir si la personne qui candidate s'appelle une telle ou une telle. Donc, c'est vraiment par les chercheurs, c'est pas recommandé le CV anonyme. Ça a été testé dans plusieurs pays, notamment dans des pays européens et en France, et ça n'a absolument rien résolu. Sur l'anglais en tant qu'exigence professionnelle justifiée, je vais peut-être laisser compléter ma collègue. Mais c'est exactement ce qui se passe pour les milliers d'Africains qui proviennent soit d'Afrique du Nord, soit d'Afrique subsaharienne, qui maîtrisent très bien le français et qui, en plus, viennent, qui ont été sélectionnés sur la base de leur qualification. Bon, alors là, le problème, c'est que quand ils arrivent en emploi, on leur dit « avez-vous l'anglais ?» Et c'est là-dessus, pas pour tout le monde, parce que la Commission des droits de la personne considère qu'il y a beaucoup de biais discriminatoires à l'embauche, mais c'est entre autres à cause de l'anglais que certaines personnes racisées, immigrantes, ne vont pas obtenir un emploi. Ça, je vais laisser compléter peut-être Maître Saint-Laurent sur l'exigence. La particularité d'exiger l'anglais, là, on a quelques dossiers à la commission là-dessus. Exiger l'anglais dans le cadre d'un emploi, ça peut être possible et ça peut être... en fait, a priori, c'est discriminatoire. Okay? C'est ce qu'on appelle la discrimination prima facie. Donc, a priori, ça peut être quelque chose de discriminatoire, mais il y a quand même une possibilité pour l'employeur, par l'article 20 de la Charte, de venir démontrer que c'est une exigence professionnelle justifiée pour le poste. Donc, c'est quelque chose qui est déjà encadré, je vous dirais, auquel la Charte répond déjà par les jeux de l'article 10, 16 et 20. Donc, puis je pense qu'on s'est déjà positionné par ailleurs là, dans d'autres projets de loi là-dessus, là, mais je vous répondrai. Je vous remercie. La parole est dorénavant au député de Laurier d'Orion. Merci. Bonjour. Écoutez, l'article 20, vous recommandez l'abrogation de ces... Donc, pour vous, si je comprends bien, c'est l'étude de 18 000 dossiers, 18 139 en fait, selon les critères de l'ancien programme. Selon l'ancien programme. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui, c'est en demandant le retrait de l'article 20, effectivement, c'est ce qu'on demande. C'est ce que la commission.
considérez-vous que les projets de loi neufs fait trop de place, en fait, ne fait que de la place aux impératifs économiques au détriment des droits fondamentaux? Bien, c'est sûr que sur cette question-là, je pense que c'est un élément qui est important, qu'il faut dire. Nous ne sommes pas les seuls à venir en parler en commission parlementaire. Évidemment que le travail, c'est quelque chose de fondamental pour l'être humain, hein, qu'il soit immigrant ou natif, peu importe. Mais on ne peut pas réduire un être humain à uniquement sa capacité de travail et son travail. La personne qui vient ou qui choisit, qui se déplace, le fait pour toutes sortes de raisons. Puis même des travailleurs qualifiés, parce que je comprends qu'on parle d'un problème de travailleurs qualifiés, mais même les travailleurs qualifiés vont avoir toutes sortes de rêves et d'aspirations qui dépassent le simple cadre de leur travail. Ils vont avoir des aspirations pour leurs enfants, qu'ils aient une vie meilleure qu'eux ont eu. Et donc, ils sont prêts des fois à consentir des sacrifices personnels pour permettre aux générations futures d'arriver à un meilleur futur. Donc, il faut toujours faire attention de réduire l'angle uniquement à une question d'emploi. Puis l'autre bonne raison pour ça, c'est que tant mieux, nous sommes en période où l'emploi, l'économie est bonne, mais quand l'emploi et l'économie vont moins bien, l'immigrant devient-il indésirable, moins intéressant, moins important? Parce que, bien là, on n'a plus besoin de lui comme travailleur qualifié, on a besoin de lui comme citoyen pour d'autres raisons. Donc, il faut faire attention à cette logique-là de trop arrimer immigration égale travail, point. L'être humain est beaucoup plus complexe que ne peut se réduire qu'au travail. C'est un peu le sens du propos de la Commission. J'aimerais vous entendre davantage sur la question des indicateurs là, dont vous faites mention, d'adhésion à des valeurs québécoises, etc. Là. Comment, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut les créer? Est-ce que c'est justifié? Je m'excuse, j'ai mal compris. J'ai pas compris. Mais parce qu'on sent que la question de l'adhésion à des valeurs québécoises, etc., là, mais il faut être en mesure de les mesurer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? C'est un peu ça la difficulté. Je comprends votre question. C'est un peu ça la difficulté de mesurer une valeur. Hein. Mon collègue tout à l'heure vous le mentionnait. C'est une minute. Ouais. Les valeurs, c'est un mauvais indicateur d'une intégration réussie. Les valeurs sont plurielles dans une société démocratique comme la nôtre. Même parmi des personnes natives, utilisez le vocabulaire que vous voulez, il y a différentes valeurs au sein même de notre société. On peut utiliser certaines valeurs, mon collègue faisait référence tout à l'heure, l'égalité homme-femme, puis on peut y donner des regards différents. Alors, il faut faire attention à cet exercice-là abstrait. Il est beaucoup plus utile et intéressant d'avoir une approche, si on a à questionner, ça va être de s'assurer de connaissances générales, telles que on peut voir au fédéral, lorsqu'on devient citoyen canadien, on pose certaines questions de connaissances générales. Mais il s'agit bien ici d'éléments factuels, hein? Donc l'emblème, l'hymne national, des choses très factuelles et non pas quelque chose de flou et d'abstrait comme des valeurs, ou à tout le moins de très changeant selon à qui on parle au Québec et de quelle région on vient. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux. Je vous souhaite la meilleure des chances, le meilleur dans vos nouvelles fonctions. Avant de conclure les auditions, ça me fait vraiment plaisir, je procède au dépôt des mémoires des organismes qui n'ont pas été entendus lors des auditions publiques. Ayant accompli son mandat, la Commission ajourne ses travaux sine die. Bonne soirée à tous.